Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And unto this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau de la Légion clandestine. Ce soir, on va parler histoire. On va vous transporter en 44 avec De Gaulle, la Russie, le renseignement, la guerre, mais aussi en fait les espoirs de paix que nous distillons au fur et à mesure des émissions des zones clandestines. Et au micro de ces zones clandestines, Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi. Écoutons-le. En 1944, De Gaulle signe un pacte d'assistance mutuelle avec l'URSS, avec Staline. Imaginez-vous donc, De Gaulle, présenté comme un héros de la Seconde Guerre mondiale, signe un pacte d'amitié et de collaboration avec un type qui, quelques années plus tard, va faire 80 millions de morts. Et un type qui n'est même pas russe, puisque Staline était géorgien. Staline, le géorgien, a été dans l'histoire de la Russie le pire cauchemar des Russes. Imaginez que c'est la photo russe si Staline a fait 85 millions de morts, c'est être vraiment quelqu'un qui ne veut pas comprendre l'histoire dans sa réalité. Pour les gens de clandestine, ce qui est passionnant dans cet article de presse, qui remonte à la surface, qui présente cette amitié, ce choix stratégique de De Gaulle en 1944, et qui est l'illustration de cet article pour comprendre que la presse a son intérêt puisqu'elle fige à l'instant T des choses qui peuvent être relues bien plus tard. Et c'est passionnant de voir les erreurs ou au contraire les choix brillants que peuvent faire certains ou ne pas faire d'autres. De Gaulle a épousé Marie Yvonne. Marie Yvonne était l'héritière d'une très très riche famille du nord de la France, l'une des plus riches familles de France. De Gaulle a fait un mariage d'argent et ça lui a servi toute sa vie. De Gaulle était un prof d'histoire militaire et uniquement cela. Et en effet, il avait une lecture des choses de l'histoire qui pouvaient être intéressantes, mais être un passionné d'histoire, la matière historique, n'a pas fait de lui un type qui allait écrire l'histoire. En tout cas, qui allait l'écrire brillamment. Quand De Gaulle, en 1944, s'autoproclame le président d'un gouvernement par intérim français qui n'existe pas vraiment, eh bien, les Américains lui font payer. Pourquoi est-ce que De Gaulle n'est pas devenu président de la République française en 44, 45, 46, mais qu'il a fallu qu'il attende 58 et qu'il travaille au corps, Michel Debré, patron de la DST à l'époque, pour arriver à devenir président de la République, pour arriver à ce que l'image du héros que De Gaulle devait être soit acceptée de tous, c'est parce que les Américains lui ont fait payer ce rapprochement avec l'URSS. Soi-disant pour que la France ne dépende pas totalement des États-Unis. Contact, ok. Sur le coup, ça pouvait avoir l'air d'être un choix intelligent. Mais ça a été un choix intelligent ni pour la France, ni pour De Gaulle, pour les ambitions personnelles de De Gaulle. Parce que l'URSS n'était pas une amie, les États-Unis non plus, certes. Le retrait de l'OTAN par la France, pareil, était une erreur stratégique très importante. Ça n'a pas montré le courage ou l'esprit d'indépendance de De Gaulle. En 1958, De Gaulle s'est vengé des Américains qui n'avaient pas voulu de lui en tant que président en 1944-1945. Donc il s'agit uniquement d'amertume personnelle. Quand De Gaulle joue aux généreux et aux mecs honnêtes en disant « je vais payer mes factures à l'Élysée », non, c'est sa femme, c'est l'héritage de sa femme qui joue au Grand Prince. Et c'est ça qui est important, que De Gaulle puisse avoir été un grand homme, il était au moins physiquement.
Mais l'avoir vraiment été dans l'histoire, c'est pas certain. Mais on est un héros ou un zéro suivant les circonstances du moment et suivant comment l'histoire nous inclut, l'histoire avec un grand H. Je le vois avec mon père, avec Michel de Roumanie. Quand mon père est mort, ma sœur, ma mère, Margaret de Roumanie, eh bien, s'est positionnée très fortement en devenant gardienne de la couronne. Gardienne de quoi? Il y a même des rumeurs qui disent qu'elle a tué son père en 2015 avec l'aide d'Adorado et qu'ils ont mis 2 ans à s'organiser pour qu'elle ne soit vue que elle l'héritière et que lui devienne un roi après, puisque d'ailleurs il a été fait prince de sang par un cadavre. Dadurado a été fait prince de sang par mon père qui était mort à ce moment-là. C'est ça qui est très important, c'est que l'histoire est écrite par des gens comme ça, qui planquent des cadavres. Moi, j'aurais pu déjà être roi depuis 2017 si Margaret, surtout Dadurado, n'avait pas été aussi virulent et aussi ayant autant la main mise sur une partie des services secrets roumains. Mais moi, j'ai pas de problème puisque j'avais pas de désir particulier de richesse ou d'ambition. Je voulais juste retrouver mon nom de famille, mon sang. Aujourd'hui, par contre, je veux régner. Mais c'est pas moi qui le décide. Je veux quelque chose, mais je suis pas un enfant capricieux qui va taper du poing sur la table et des pieds par terre en criant de partout en disant c'est pas juste. Je me propose, je veux, et en face, le gouvernement roumain, l'église roumaine, les services secrets roumains décideront de ce qu'ils veulent, en toute conscience et en toute liberté. Eh bien, l'histoire de l'URSS, de Staline et de Gaulle qui se sont fait des papouilles, sachant que de Gaulle n'était pas au traité de Yalta. C'est parce que de Gaulle n'était pas au traité de Yalta que de Gaulle a voulu se venger en signant un accord avec l'URSS qui n'a servi à rien pour l'importance stratégique, pour l'argent, pour la puissance économique de la France. Cet accord avec l'URSS n'a servi à rien puisque la France avait des colonies qui lui permettaient d'être présente dans le monde entier. Donc d'avoir une présence physique partout. De Gaulle a fait une erreur en soutenant le régime communiste. Pourquoi ? Parce que c'est le régime communiste, le régime d'indépendance des États, qui a fait que l'URSS, partout dans le monde, et on l'a vu notamment avec Cuba, mais pas que l'URSS a, dans tous les pays, utilisé ses agents d'influence pour créer des révolutions, pour générer la décolonisation. La décolonisation française, anglaise, espagnole, hollandaise, a été générée par le fait que l'URSS a réussi à créer des mouvements indépendantistes et de révolution dans tous les pays colonisés. Si la France n'avait pas autant aidé l'URSS, l'URSS n'aurait pas eu la possibilité d'être implantée partout et de pouvoir faire sauter la colonie algérienne, la colonie marocaine, etc., etc. Je ne suis pas pour la colonisation, je veux juste expliquer qu'un ami d'aujourd'hui n'est pas un ami de demain. Mais je ne dis pas que De Gaulle était un âne à ce niveau-là. Simplement, avec la guerre de l'Algérie, en fait, De Gaulle, malgré lui, a révélé le chef d'État qu'il n'était pas, en fait, et qu'il n'avait jamais été. Ne jamais oublier qu'il n'est pas possible physiquement que l'appel du 18 juin ait réellement eu lieu et pu être entendu à Paris. Moi, je me souviens d'une vieille dame que j'ai connue qui me disait « Ah oui, je me souviens de l'appel du 18 juin quand j'étais enfant. » Ça n'est pas possible, puisque il n'y avait pas... Tout était détruit. L'Allemagne avait détruit toutes les antennes relais, etc., justement pour pas que les services militaires, les services de renseignement, les armées anglaises et françaises puissent communiquer entre elles ou elles-mêmes au sein même de leurs propres armées. Donc il n'était pas possible d'entendre l'appel de Gaulle. Ça n'est physiquement pas possible. Mais ce fait partie de ces réalités historiques construites de toutes pièces par des services de renseignement, dont la DST à l'époque, qui justement, De Gaulle a beaucoup œuvré après la Seconde Guerre mondiale pour ses intérêts à lui uniquement, pour, grâce à la fortune de sa femme, pouvoir être présent physiquement et dans la tête de tous les gens qui décident, de tous les faiseurs de rois, sur Paris comme ailleurs. Et c'est comme ça que De Gaulle, dans ce petit coup d'État, parce qu'il y a quand même eu un coup d'État en 58, ça s'est pas fait comme ça,
Ça s'est pas fait par la volonté du peuple. De Gaulle n'est pas devenu président en 1958 parce que le peuple français l'a appelé à être président. De Gaulle a fait un coup d'État avec les services secrets et après ils ont légitimé tout ça. Eh bien, Sarkozy, c'est ce qu'il veut faire. Sarkozy, qui n'est pas tout seul dans sa boucle, est allé en prison où il cite, il fait des prières à Monte Cristo et des prières au général Dreyfus, puisque désormais le capitaine Dreyfus est devenu pour toujours au Panthéon le général de brigade Dreyfus. Et Sarkozy se compare à ces hommes-là. Alors le comte de Monte Cristo n'a pas existé. Ça veut dire que M. Sarkozy n'hésite pas à faire appel à la mémoire collective d'un homme qui n'existe pas. Mais il fait appel au fantasme. Voilà ce qui est important. On peut écrire l'histoire, on peut prendre le pouvoir en jouant sur le fantasme. C'est comme ça lui-même d'ailleurs qu'il est devenu président de la République, en faisant croire qu'il allait carchériser les quartiers, en faisant croire qu'il était mal dominant, alors qu'en fait il ne l'est pas du tout. Et au final, lui-même s'est avéré avoir les mêmes manières que les gens de cité qui critiquaient tant. Sarkozy, j'ai lu son livre, avec force détail. Sarkozy, c'est 50 ans d'une ambition personnelle dévorante qui a dévoré un pays tout entier. Dans ce livre, où il s'en prend à tout le monde, où Maître Herzog est un connard, selon Sarkozy, et bien d'autres, les gardiens de prison n'ont pas compris qui il était. Mais Nicolas Sarkozy n'est pas la réincarnation de Dieu sur Terre. Nicolas Sarkozy est un homme politique qui a réussi une carrière politique, ça c'est incontestable, en dévorant les autres et en dévorant même la notion de démocratie. Il a été facile pour Hollande et Macron de devenir président après lui, parce que Sarkozy, par sa folie, parce que ce livre révèle la folie d'un homme qui ne se remet jamais en question, par la folie d'un homme qui a toujours raison. Dites-vous, en pensant aux autres, en pensant à vous-même, que si vous imaginez que vous avez toujours raison, c'est que vous avez pas la tête qui fonctionne. Parce qu'on ne peut pas toujours avoir raison. Moi, le premier, je sais que je n'ai pas toujours raison et je sais même que j'ai pas souvent raison. Quand j'ai eu mon dossier de naissance entre les mains, ça faisait déjà un moment qu'on m'avait suggéré l'idée que j'étais fils de roi. Mais je pouvais pas y croire, ça n'était pas possible. Mais c'est grâce à l'expérience de renseignement que j'ai eue, que j'ai pu remonter le fil, établir une réflexion qui me permettait de toucher du doigt la réalité. Mais sans forcément me dire que cette réalité-là, j'allais réussir à la défendre aux yeux du monde. Eh bien, cet article de presse de 44, avec ce qui semblait être un choix génial de Gaulle, qui s'est avéré être un choix terrible pour la France en se rapprochant de l'URSS, eh bien, est extrêmement intéressant parce qu'il montre à quel point la démocratie, la justice en elle-même n'est pas une science exacte, et on le sait tous. Et il y a des adages populaires qui le disent, l'enfer est pavé de bonnes intentions, etc., etc. Ça veut dire que c'est normal, on pense faire une bonne chose à un moment donné, et c'est un chaos après. Moi, quand j'ai sauvé Olivia Karachi de la noyade à Saussan en 2004, ou 2004-2005, putain, je sais plus, c'est tellement terrible. Les années sont passées, j'ai trop vécu de choses pour me souvenir des jours exacts. En tout cas, juste à l'issue de sa première convocation devant le juge des affaires familiales de Montpellier, eh bien, j'ai sauvé cette femme qui, peu de temps après, allait mentir sur moi, allait me trahir pour rien, allait récupérer des sous que si je l'avais pas aidé, elle les aurait pas récupérés. Eh bien, c'est comme ça. J'avais fait un podcast sur la parabole du semeur. Parce que la vie, c'est ça. On fait un truc un jour, sans savoir ce que le lendemain ça donnera, en espérant que ça donne quelque chose, et ça peut donner totalement autre chose. Eh bien, l'histoire des États, c'est pareil que les histoires individuelles. C'est l'idée que un être humain a une psyché personnelle, et un État, un groupe d'individus,
religieux ou autre, aussi fonctionne comme un état lui-même, comme un individu lui-même, avec sa conscience, son inconscience, sa rage, son amertume, son bonheur, sa joie, sa sérénité, son angoisse. Et s'il y avait bien quelque chose à théoriser, et que j'essaye de faire de podcast en podcast, c'est que Freud a théorisé la psychanalyse, qui certainement devait exister bien avant, mais en tout cas c'est lui qui a réussi à imposer son nom dans cette matière-là. Eh bien moi j'aimerais que moi et Aurélien Leroy, pour les ondes clandestines, on puisse être connus et reconnus pour avoir théorisé la psychologie des États. Parce qu'un État a les mêmes processus individuels de renoncement, de déni, de syndrome du héros, de syndrome de l'imposteur, etc. que les individus. Donc je nous souhaite, Aurélien et moi, que vous, chers auditeurs, vous acceptiez l'idée qu'on soit les pères de la théorisation de la psychologie des États, et il faudrait trouver un nom qui corresponde à cela. La psycho-État, je ne sais pas quoi, parce que c'est une matière extrêmement sérieuse. On ne peut pas aborder le fonctionnement de la Russie aujourd'hui, ou des États-Unis aujourd'hui, ou de la France aujourd'hui, sans avoir compris l'enfant, puisqu'on fait de la psychanalyse en disant ça, l'enfant qu'a été la Russie et quel adulte elle est devenue, l'enfant qu'a été les États-Unis et quel adulte les États-Unis sont devenus, et pareil pour la France. Et voilà, les ondes clandestines, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode consacré à la guerre en Russie, mais aussi en fait dans ces formidables élans pacifiques que l'on pourrait trouver. En effet, Jean-François Carracci nous le rappelle, le psychoart, je crois, psychohistoire en fait qui est censé s'interroger en fait sur le bébé qui a été la genèse, qui a été la Russie, et l'enfant qu'elle est devenue et l'adulte qu'elle est actuellement, et comment réconcilier ces âges et comprendre finalement le sens de l'histoire. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt sur les ondes clandestines.